Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. On vient de voir les éléments du débat protéines animales versus végétales. Aujourd'hui, on va creuser, certes dans un format court, la question des conséquences environnementales de ces protéines qu'on consomme chaque jour, en tout cas de ces aliments riches en protéines qu'on consomme chaque jour. Alors quand je dis les conséquences environnementales, c'est non seulement en émissions de CO2, mais aussi en consommation de ressources hydriques, en dégradation des sols ou encore en perte de biodiversité. Commençons par regarder les données les plus récentes sur l'impact des protéines en termes environnementaux. Je vous en ai parlé en détail avec des solutions pratiques dans l'édition Fin du mois, Fin du monde, comment concilier les deux. C'est de ma newsletter dont je parle, pardon. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode si vous voulez en savoir plus. C'est dans ma newsletter. Le rapport de la commission Eat-Lancet publié en octobre 2025, il n'y a pas si longtemps que ça, il souligne une réalité qui est assez brute, assez sans phare. Les systèmes alimentaires actuels sont le principal moteur de la dégradation de plusieurs limites planétaires. Les auteurs montrent que la consommation alimentaire contribue à la plupart des transferts de l'azote et du phosphore dans l'environnement, à la conversion des terres, à la perte de biodiversité. Concrètement, ça, en vrai français compréhensible, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus précisément, ça veut dire que certaines sources de protéines sont plus coûteuses que d'autres. Par exemple, produire des protéines animales issues d'élevage intensif mobilise des surfaces agricoles plus grandes, consomme davantage d'eau, utilise plus d'intrants et génère plus de gaz à effet de serre que des protéines végétales comme les légumineuses. Ces dernières s'en sortent non seulement mieux sur le bilan carbone, mais aussi sur la qualité des sols, l'usage de l'eau et le respect de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que ce que nous mangeons a un impact important sur la planète. Déjà parce que les engrais utilisés pour produire notre nourriture, notamment ceux qui contiennent de l'azote et du phosphore, polluent les sols, les rivières et les océans. Azote et phosphore, au passage, ce sont des composants des engrais chimiques. En excès, ils peuvent créer des déséquilibres dans la nature. Hashtag algues vertes et pollution de l'eau potable. Ensuite, parce que beaucoup de forêts et de zones naturelles ont été transformées en champs ou en pâturages pour produire cette nourriture. Et conversion des terres, ça veut dire que c'est le fait de transformer des forêts, des prairies naturelles ou des zones humides en terres agricoles. Et enfin, parce que ces changements réduisent la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces animales et végétales. Donc, qui dit moins d'espèces, dit moins de diversité et moins de résilience, moins d'entraide des écosystèmes. Ça ne signifie pas qu'il faut supprimer toute source animale, mais ce rapport, il nous dit aussi qu'à niveau de protéines équivalents, selon leur provenance, leur mode de production, leur traitement, l'impact environnemental peut varier fortement. Voilà pourquoi il est essentiel de questionner la qualité de la source, pas seulement la quantité des protéines dans son assiette. Et ben là, clairement, peut-être que je ne regarde pas assez les comptes qui en parlent, mais je trouve qu'il y a peu d'influenceurs, influenceuses qui vantent les mérites de tout ce dont je viens de parler quand ils vous parlent de protéines. Je vois surtout pas mal de mettez votre blanc de poulet dans la poêle et ça ira très bien. Alors, comment on fait, nous, les mangeurs et les mangeuses, pour tenir compte de cet aspect, pour faire des choix éclairés ? Déjà en gardant une idée simple en tête, moins mais mieux, mais peut-être que vous le faites déjà. Cela ne veut pas forcément dire végétarien ou végétarienne, quoique ça aide, mais simplement déjà réduire les protéines animales les plus impactantes, comme la viande de bœuf issue d'élevage intensif, au profit de sources plus sobres, lentilles, pois chiches, œufs, tofu ou encore certaines volailles élevées de manière plus locale et peut-être plus respectueuse. Ensuite, essayez quand c'est possible, si vous mangez des produits issus d'animaux, de vérifier la provenance. Donc, cherchez les mentions élevées en plein air, bio, label rouge, même si, on pourra peut-être en discuter. Je pense que ça, vous le faites déjà. Privilégiez les circuits courts, les petits producteurs ou les filières de qualité reconnues. Ça, vous le faites aussi peut-être déjà. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je les ajouterai en description de l'épisode au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'interpeller, me dire tiens, t'as pas parlé de tel truc, moi je fais mes courses là et là et là, c'est vachement bien, ça existe dans toute la France, voilà, n'hésitez pas. Et pour le poisson, si vous en mangez, privilégiez les espèces locales de saison. Je vous aurais bien indiqué de vous fier au label MSC, mais clairement, je sais que ça nous rassure, ça vous rassure de voir ces labels parce que ça permet de nous donner bonne conscience. On se dit qu'il y a des gens qui ont vérifié et que de toute façon, nous, on n'a pas le temps d'aller vérifier à chaque achat. Mais malheureusement, en lisant l'étude de 2024 parue dans la revue Nature, à ce jour, il n'y a pas de définition des termes pêche durable. Donc ça veut dire qu'un poisson pêché avec le label MSC peut tout à fait être pêché via une pratique comme le chalutage de fond qui peut parfois être réalisé à plus de 1000 mètres de profondeur, qui met en péril
des poissons vivant jusqu'à 150 ans et qui vont pas se reproduire avant 30 ou 40 ans. Donc malheureusement, c'est pas un label qui garantit automatiquement une pêche soutenable pour la planète. Enfin, il y a un cas que j'aimerais vous soumettre un peu plus particulier dont on a eu une réponse en mars dernier. Bon, aujourd'hui, c'est assez clair et de nombreuses fois démontré que produire 1 kilo de bœuf de façon très intensive versus 1 kilo de tofu ou toute autre légumineuse, ben, il n'y avait pas photo, because les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, l'empreinte sur les sols, la perte de biodiversité, bien sûr le transport, etc. Tout ça penchait en faveur de la culture de légumineuses. Mais la vraie question, un peu plus subtile, c'était celle de l'élevage extensif en plein air sur prairie naturelle, ce qu'on appelle parfois le bœuf grass-fed, donc nourri à la prairie, à la prairie verte. Et en mars 2025, il y a une méta-analyse publiée par une équipe internationale qui a confirmé que même dans ce cas, l'empreinte environnementale du bœuf restait très élevée, notamment à cause de la durée de vie plus longue des animaux, du méthane qui était produit et des surfaces mobilisées. Autrement dit, mieux vaut du tofu bio européen que du bœuf de pâturage, même élevé avec soin. C'est pas forcément une condamnation de toute viande existence, mais un appel à la sobriété et à la conscience de nos choix. Ça ne veut pas dire que l'élevage extensif, plus respectueux donc, est mauvais entre guillemets en tout point. Il peut y avoir des avantages pour le paysage, certains services écosystémiques, le bien-être animal, même si bon, à la fin, bien-être ou pas, j'ai envie de vous dire, l'animal il donne tout de même sa vie pour nous et il est abattu dans certaines conditions. Pour l'impact protéines produites, ressources utilisées, eh bien la différence n'est pas forcément aussi grande qu'on le croit et reste souvent moins favorable que les sources végétales. Donc pour faire un choix responsable, si vous consommez du bœuf, privilégiez des filières bien gérées, locales et moins intensifs. Mais pour la planète, ou plutôt pour la nature, augmenter la part végétale des protéines reste le levier le plus puissant. Voilà, je m'arrête là. Franchement, c'était pas super facile d'être synthétique sur ces questions-là. J'ai pas pu tout dire, d'une part parce que le format et d'autre part parce que j'ai encore beaucoup à apprendre et peut-être à absorber de ces sujets. J'ai aussi essayé d'observer mes biais psychologiques qui essayent de m'attirer toujours vers le côté veggie de la force, donc par souci d'honnêteté intellectuelle envers vous, même si je suis affilié à aucun parti, ni à aucune association à titre de militant d'ailleurs qui n'est pas un gros mot au passage, eh bien je reconnais que j'ai parfois tendance à prioriser, valoriser davantage les alternatives végétales, peut-être par conviction, peut-être par habitude. J'essaie aussi de rester curieux, de ne pas tomber dans une vision trop binaire des choses. J'espère que pour cet épisode, ce ne fut pas le cas. Et si c'est le cas, je suis preneur de vos retours respectueux de toute façon. Ce qui compte, c'est de comprendre les nuances, de se poser des questions. Tiens, d'où vient ce que je mange? Dans quelles conditions c'est produit? Et quelles conséquences ça a pour la planète, pour les autres ou pour moi-même? Avant de recevoir les bonus demain pour les abonnés payants de ma newsletter, on parlera périménopause et ménopause demain matin. Et si vous êtes un mec et que vous m'écoutez, ne zappez pas parce que ça vous concerne aussi. N'oubliez pas de sanctuariser 3 minutes aujourd'hui, rien que pour votre petite bouille. Ça vaut toujours le coup. Bel appétit de vivre et à demain.